aussi. Fait qu'Hermanès est vraiment considéré le suicide, mais le personnage le considère. Le suicide, c'est comme une philosophie de vie, là. C'est une manière de penser, mais c'est très métaphysique, comment c'est écrit dans le roman. C'est comme un but existentiel, une finitude, puis une dissolution où il revient à la terre-mère, à la nature, puis c'est une décomposition absolue. Mais c'est aussi un sentiment de contrôle, puis une issue de secours à la souffrance métaphysique que l'intellectuel vit à cette époque-là. Fait que c'est toujours de même qu'il faut le replacer dans son contexte. Après ça, l'humour transcendantal, c'est assez particulier, celui-là aussi, parce que c'est comme un royaume, puis un univers imaginaire de l'humour transcendantal, où il y a quelques personnes, quelques individus qui ont réussi à y arriver. Lui, il aime bien les modèles. Déjà, j'ai écrit là, La recherche de nouvelles croyances. Il aime bien Mozart, Bouddha, Goethe, Hermanès. Fait que dans ce roman-là, c'est s'il n'y a plus rien à croire, où est-ce qu'on va trouver nos repères moraux? Notamment quand quelqu'un a parlé de Nietzsche, qui a détruit la morale. Nietzsche parle de bien le mal ou autre, qui a détruit la morale. C'est difficile pour certains penseurs comme Hermanès de retrouver du sens puis d'avoir des repères moraux dans ce monde-là. Fait qu'il va se servir un peu de ces penseurs-là. Puis finalement, l'humour transcendantal, c'est qu'il ne faut pas prendre la vie trop au sérieux. Fait que c'est un peu une morale où il faut juste prendre l'existence avec un brin d'humour. Parce que si tu apprends trop au sérieux comme Hermanès à cette époque-là, c'est là que tu tombes dans l'autodestruction. Fait que c'est vraiment une voie un peu de la rédemption, l'humour transcendantal. Du côté du théâtre magique, là, c'est assez particulier. C'est plus une image, là, c'est assez fort. C'est pour ça que c'est là que la littérature permet de créer des images plus fortes que des fois ce que la sociologie peut faire avec des concepts aussi. Le théâtre magique, c'est vraiment un espace métaphysique où le personnage, finalement, se libère. Il y a une libération de la conscience qui se passe, il y a un salut de l'âme, où c'est assez particulier, là, c'est assez complexe aussi, mais Hermanès va un peu proposer une déconstruction de l'être, du moi, psychanalytique. Pour que dans le théâtre magique, finalement, il y a plusieurs versions de lui-même qui existent, puis c'est vraiment un roman sur comment apprendre à vivre, finalement. C'était très destructeur au début, mais après ça, tu le traverses, puis tu découvres que c'est un roman qui permet d'apprendre à vivre, comment que la vie peut avoir un sens, comment apprendre à se connaître. C'est un livre vraiment sur la connaissance de soi, puis la découverte de soi aussi. Mais à travers ça, c'est là que les voies de délivrance sont très pertinentes, parce que c'est ceux-là qui vont guider un petit peu la conduite de vie du personnage principal. Pour Narcisse et Goldmund, troisième roman, très intéressant aussi, puis là, c'est vraiment la technique de Hermanès, ça a été d'opposer deux personnages, Narcisse et Goldmund. Il y en a un qui est un penseur, un philosophe puis l'autre, c'est un artiste. Fait que Narcisse, c'est beaucoup la pensée rationnelle, droite, monastique, il vit dans un monastère. C'est la pensée froide, là, très weberienne, justement. Tandis que Goldmund, c'est la pensée artistique, l'individu qui cherche un sens, puis qui est pas bien dans, justement, la vieille morale, les vieilles pensées très religieuses, droites de monastère. Fait que dans ce livre-là, Hermanès puise encore une fois dans ses propres expériences personnelles. Lui-même, il considère qu'il y a deux dualités qui vivent en lui, Narcisse puis Goldmund. Puis c'est vraiment un autre roman sur la connaissance de soi. Fait que il y a à la fois son portrait d'écrivain qui aime écrire, qui est très rationnel, qui est très intellectualisé, une vie très intellectuelle, puis à la fois aussi le monde des pulsions, la découverte des pulsions, la vie instinctive. Puis Goldmund, justement, c'est ça qui fait l'expérience. Lui, c'est un sculpteur, c'est un artiste, puis il veut parvenir à créer l'œuvre idéale, aboutie, parfaite. Puis c'est ça qu'il cherche toute sa vie. Fait que toute sa conduite de vie va toujours être orientée vers sa délivrance, c'est la création de l'œuvre absolue, l'œuvre parfaite. Puis toute sa vie va être orientée vers ça. Fait qu'il va chercher à avoir des expériences de vie qui vont l'amener à créer ça dans cette œuvre-là. De la même manière que Narcisse, lui, il sait que sa délivrance va être dans l'au-delà. Fait qu'il va mener une vie droite, monastique.
avec ses frères de monastère, puis c'est rationnel, fait que c'est le culte de l'esprit versus le culte des sens qui s'opposent. Fait que c'est très pertinent, mais ça permet de voir quand même deux conduites de vie très opposées, mais au bout duquel les deux personnages peuvent quand même aboutir à une délivrance différente, mais les deux peuvent aboutir à une délivrance aussi. Merci Louise de faire de réagir. C'est le fun d'avoir un peu d'interaction. Parce que j'ai lu ces livres, parce que ça a marqué une période de ma vie, parce que c'est comme si tu me fais revenir 30 ans et plus en arrière, à une époque où, tu sais, quand chaque mot pour moi, c'est comme Ah oui, hein? c'est comme si tu m'envoies des électrochocs. Ah, c'est bon, je suis contente de savoir ça. Et je me posais la question comment un jeune comme toi a pu en arriver là et s'intéresser. Moi, je comprends, c'était plus ma génération. Ouais. Mais ben oui. J'avoue que ça a comme... Ah oui. Je suis content de savoir ça, mais c'est ça, il est pertinent vraiment à toutes les époques, pour tout le monde, parce qu'il y a des propos très universels. Le penseur versus l'artiste, là, c'est très typique, là, c'est très universel, mais il le met en mots là, qui est vraiment fascinant. Moi, j'ai toujours adoré Hermanès. Ben, je trouve que ta démarche, j'espère que tu vas continuer. Ça se peut pas. Tu peux pas tout arrêter comme ça maintenant. Je prends une pause. C'est quand même important après autant de travail sur ça. C'est compliqué quand même à arriver à une pause, comment on dit une pause? Comme ça. Mais l'objectif, c'est justement de montrer que tous les sujets sont possibles. Tous les intérêts avec Max Weber, et on peut vraiment aborder tous les intérêts possibles. Mérite, hein? Même la littérature, c'est ça que j'aime. C'est là que ça me fait plaisir de le présenter. Oui, une pause. Pour le dernier roman, là, c'est Le jeu des perles de verre. Il y a une question. Est-ce que quelqu'un voulait une pause, c'est ça? Mais, Non, il voulait dire la pause que tu vas prendre au sens qu'une telle démarche... Après ça. Oui, parce que moi, je le vois plus comme... c'est ça, des études. Moi, je le voyais plus comme l'occasion de poursuivre. Là, si j'étais ton... Je sais pas qui, là, autour de toi, là, dans une pièce... Est-ce que tu me dis, est-ce que tu continues? C'est gentil, Louise. Non, c'est quand même pas évident, des études à la maîtrise, doctorat, ça l'est encore, moins c'est pas tout le monde. Faut être motivé, là, pour ceux qui veulent continuer, là, moi je les encourage, je penserais les décourager, mais il faut être prêt à mettre du temps et des efforts. Tout simplement, là, c'est ça. Pour Le jeu des perles de verre, là, c'est un grand roman que Hermanès a mis 10 ans à écrire. Il a commencé en 1933, donc. Fait qu'au début de l'ascension de Hitler au pouvoir. Fait que ce livre-là est très marqué du nazisme, quand même. Le contexte de l'écriture est vraiment quand même différent des autres. Les autres, c'est une démarche très personnelle, très intime. Celle-là, il a quand même cherché à écrire un peu plus pour les autres. Mais c'est aussi l'aboutissement de son œuvre. Toutes ses idées se retrouvent là-dedans. Là. C'est comme tout le système de pensée très pur, très épuré, tu lis ce livre-là, puis c'est comme ça respire un peu la sérénité. Là. Tout est beau, tout est bien, tout est sain. Puis, bien sûr, le but d'Hermanès, c'était d'offrir un roman un peu refuge pour les lecteurs. Face à une atmosphère intellectuelle qui était marquée du nazisme, de la destruction, des mensonges. Je peux te les nommer, là, c'était assez difficile pour lui. Mais vraiment, toutes les idées là, d'Hermanès se retrouvent là, toutes ses aspirations, tous ses idéaux. Fait que l'idée de la délivrance, c'est vraiment
là, il faut quand même le retenir, c'est vraiment à plusieurs niveaux les délivrances, parce que c'est autant dans son roman, mais c'est aussi l'acte d'écriture pour Hermanès, c'était une délivrance. Ça, je l'ai marqué à ma conclusion, je vous le rappelle tout tantôt. Mais dans ce roman-là, c'était vraiment la sérénité, l'éveil, la transcendance, puis la connaissance de l'absolu qui sont marqués, puis présents tout au long. Fait que je vais vous éviter vraiment trop détailler ce roman-là, parce que c'est quand même une petite brique là, qui est pertinente. Mais ce qui est important à savoir, c'est quand même que le personnage principal, là, qui est Joseph Vallet, il cherche à découvrir la vérité. Puis un peu dans un ordre fictif où tout est permis sur la connaissance, mais c'est juste des hommes, tout le monde peut faire des études, fait qu'ils enseignent juste le culte des systèmes de pensée pure, fait que les mathématiques, l'astronomie, la littérature, la musicologie, entre autres, se retrouvent pour faire un genre de jeu des fleurs de verre, finalement, qui est assez utopique, là, certainement, comme livre. Mais à travers ça, la conduite de vie du personnage, c'est vraiment une conduite de vie pure, humble et monastique. Fait que la vie des sens n'a pas vraiment sa place là-bas. Ce qui est important, c'est vraiment de méditer, de contempler, puis de cultiver le savoir pour arriver à une forme de connaissance absolue. C'est vraiment comme un mélange avec l'atteinte d'une forme de sérénité. Une forme de sérénité, puis aussi, justement, la sérénité s'acquiert par la méditation, la contemplation, mais aussi à travers l'accumulation des connaissances, mais une connaissance vraiment large, puis pure, qui est maîtrisée dans un peu tous les domaines. Mais c'est ça, il cherche vraiment la pureté, le fait qu'Hermanès a toujours cherché un peu le secret de l'existence, le beau, le mystère derrière tout. Fait que c'est pour ça que dans ma présentation, je l'avais vu un peu les mystiques beaucoup avant. Là, il est tombé un peu moins mystique, mais à la fin, il y a quand même une fin qui est très réaliste, mais on peut le voir à un niveau très mystique aussi. Puis ce qui apparaît important au personnage, c'est vraiment l'injonction morale à la transcendance. Fait que c'est pour ça que moi, au début, j'ai parlé un peu de l'inconscient puis la transcendance de Charles Taylor, Marcel Gauchet. Ça a marqué son livre tout au long parce que c'est vraiment tout au long parce que ça, c'est vraiment le point à retenir de ce roman, c'est que le personnage cherche la transcendance. Il va tout faire pour pouvoir se transcender, puis à travers la transcendance, il va évoquer même des idées d'éveil, mais des degrés d'éveil. Fait que chaque période de sa vie, c'est comme un éveil. Fait qu'il va arriver à quelque chose, puis tu vas avoir un nouvel éveil, puis c'est comment se transcender. C'est difficile à appliquer au quotidien, là. C'est pour ça que c'est des romans, c'est romancé, c'est un peu fictif, c'est très théologique aussi. Fait que quelqu'un qui va arriver va dire, oh mon Dieu, est-ce que je suis éveillé aujourd'hui ou quoi? C'est quand même difficile, là. C'est vraiment c'est pour ça que Hermanès peut faire rêver un peu. C'est pour ça qu'il est souvent lu à l'adolescence ou les jeunes adultes. Surtout. Il y a cette manière justement, il offre une certaine confrontation entre la quête de soi et la quête de sens universel. Fait que tout le monde peut le lire, tout le monde peut interpréter les choses, mais tout le monde va se sentir touché parce que tout le monde va penser que ça le concerne, ça le touche. C'est un peu... on se découvre en lisant Hermanès. Fait que, mais lui-même, il a juste fait une démarche pour lui-même, puis il a toujours refusé de prétendre défendre un dogme ou une croyance ou être un gourou ou promulguer quoi que ce soit, bien qu'il y ait une correspondance assez incroyable. Beaucoup de monde lui écrivait et tout. Pour lui, ça n'a jamais été pour la célébrité, ça n'a jamais été quoi que ce soit. Pour lui, c'était juste un simple monsieur qui écrivait sur des sujets, puis il faisait pas dans l'argent, il était souvent financé par les mécènes. Fait que c'est pour ça. Fait que pour moi, ce qui est à retenir aussi, c'est la fonction de l'écrivain puis l'écriture. C'est que l'écriture, finalement, ça a été la délivrance pour Hermanès. Ça a été sa voie de délivrance toute sa vie. C'est ça qui a donné un sens à sa vie. Il a permis de parler de sa jeunesse, de sa vie, de faire du sens par rapport à ce qu'il vivait finalement aussi dans ses psychanalyses aussi, dans ses moments de vie pendant la guerre, pendant les années 20, mais même la Première Guerre. Comment finalement utiliser aussi les religions du Moyen-Orient pour faire sens à sa vie. Fait qu'il a toujours cherché une forme de délivrance. Fait que ça se voit toujours dans ses livres, mais pour lui, finalement, l'écriture, ça a été la plus grande délivrance. Fait que c'est pour ça que l'étude d'Hermanès se fait toujours à deux niveaux. Fait qu'il faut étudier l'auteur, il faut étudier l'écrivain, mais il faut aussi étudier
Ces personnages, parce que ces personnages, c'est une extension de l'écrivain, souvent. Dans son cas, encore plus. Là. Je ne vais pas dire que c'est même pour tous les écrivains, mais ça demeure une tendance générale. Fait que, ultimement, Hermanès touche encore des problématiques actuelles de nos jours. Il y a une pensée très actuelle, pour moi. Mais la pertinence, je veux dire, pourquoi lire Hermanès de nos jours? Il y a plusieurs hypothèses possibles. Moi, je n'avais émis beaucoup, mais je veux dire, c'est-tu le fanatisme de l'épanouissement personnel très typique de notre époque? C'est-tu les idées de croissance personnelle? C'est-tu parce qu'il est récipiendaire d'un prix Nobel en 1946, puis c'est son aura qui fait qu'il est encore lu? Au final, c'est de la même manière que Hermanès est lu par... de la même manière qu'il écrit une œuvre personnelle, de la même manière que tout le monde peut lire d'une manière personnelle. C'est un peu ça la pertinence d'Hermanès aujourd'hui, c'est que moi, j'ai beau questionner mon entourage sur pourquoi le lire, tout le monde va me dire des réponses un peu différentes aussi. Fait qu'au final, c'est un peu ça. C'était pour ça mon étude, là. J'ai essayé de la faire de manière plus concise, puis la plus axée aussi sur Max Weber, là, toujours en gardant le fil de la conduite de vie, la voie de délivrance, toujours en gardant en tête qu'il y a le désenchantement du monde qui a motivé, qui a nourri les écrits d'Hermanès. Parce que dans chacun de ces romans, c'est vraiment il y a eu la guerre, il y a eu le besoin d'un nouveau sens, il y a eu la crise existentielle, ses problèmes personnels, comment faire du sens face à soi. Parce que chacun de ces personnages cherche un sens à travers différentes voies de délivrance, différentes avenues, différentes méthodes, différentes techniques. Fait que c'est vraiment ça qui est pertinent. Fait que moi, j'encourage que ce soit à utiliser Weber parce que il faut pas juste rester dans ce que Weber a fait non plus. Il sert de point d'ancrage, de fondement pour vraiment aller plus loin dans plusieurs autres champs d'intérêt de la sociologie, autant en sociologie, je veux dire, du sport que de la littérature, que évidemment de l'économie, que le fait d'économie, politique, puis religion. Mais tous les champs de la sociologie, Max Weber, il est là parce que c'est quand même un des pères fondateurs de la sociologie. Il y a... OK. Ouais, c'est Louise. Ben, comment actualisez-vous cette quête de sens dans le monde actuel? Et de nos jours, mon observation personnelle me donne que cette quête de sens est mercantilisée. Si on regarde par exemple cours de yoga, tai chi, méditation, c'est devenu en effet un mode de vie, un mode au lieu d'un mode de vie, un effet de mode au lieu d'un mode de vie. Pardon. Alors comment pourrait-on dépasser le défi de la marchandisation de la quête du sens? Waouh! Je dis oui. Allez-y. Merci Frédéric. Si j'avais su qu'en donnant ce cours, vous viendriez. Adieu. C'est une rencontre. Vraiment, je suis vraiment content de pouvoir assister à ça et de donner la chance de présenter Hermanès. Tout à fait. Et je pense que je ne suis pas sûre si c'est Hermanès qu'on devrait lire, mais plutôt vous. Et j'espère que vous allez beaucoup écrire. Moi, je voudrais... C'est gentil. Oui. C'est gentil. Je peux vous envoyer le produit final, Louise, certainement. Oui, parce que dans ma naïveté ou mon snobisme, j'ai jamais pensé que des jeunes... Ouais. J'ai des préjugés. Neutralité axiologique complètement dehors de moi, là. Vous ne pouvez pas m'imaginer que... Mais vous devez quand même être un cas à part, non? Certainement, moi, à l'Université de Montréal, où j'ai étudié, dans ma cohorte d'étudiants à la sociologie, à la maîtrise, on était, moi et mon collègue avec notre directrice de recherche, on était les deux seuls qui faisaient vraiment une étude un peu plus métacognitive. Donc, puis moi, dans la sociologie de la littérature, j'étais vraiment un cas à part, effectivement. Il y en a beaucoup qui restent axés sur le terrain, puis je sais quand même plus... Je veux pas dire que ma recherche ne fait pas avancer la science, parce qu'elle le fait quand même, mais au final, c'est pas non plus... ça vient toucher un certain public qui n'est pas, ce qu'on va lire partout.
Ben, si on revient à la question d'Elisabeth, je ne suis pas sûre que ça soit pas d'actualité, moi, votre démarche. Donc, la question, comment dépasser ce défi, cette marchandisation de la quête du sens? Donc, parce que je leur avais dit que la nouvelle religion, parce qu'on parlait de Weber, que c'était, dans les mots de Fleury, la mode et la publicité. Parce que c'était comme une question qui était venue, puis que bon, il y a eu cette évolution, on a un peu abandonné la régime. Donc, mais là, on est, bon, la quête du sens qu'on peut trouver dans toutes sortes de choses et se perdre. Mais là, je crois que c'est une question personnelle qu'elle vous pose à vous. Ouais, c'est vraiment pertinent, Elisabeth, comme question. C'est pas facile non plus à répondre dans le sens où je pense quand même que la quête de sens doit toujours être une démarche personnelle. Puis dans tous les cas, il y aura toujours du monde qui vont marchandiser sur la quête de sens, autant qu'il y en a qui marchandisent sur le bonheur. Le bonheur, je veux dire, c'est la grande idée du 21e siècle qui a fait beaucoup trop d'argent, selon moi, pour beaucoup trop de monde. Mais la quête du sens, moi, j'ai prêché un peu pour le propos d'Hermanès, c'est que ça t'appartient. Ça appartient à chacun d'entre nous. Puis c'est pas à travers la marchandisation, c'est pas à travers les autres que tu vas trouver du sens. Chacun doit faire sa propre démarche. C'est très subjectif, c'est très personnel. Puis on demeure dans une époque très individualiste, mais aussi très mercantile, comme tu l'as utilisé comme terme. Mais chacun doit faire ses propres démarches en fonction de ses influences, de ce qui nous allume, de nos intérêts. Puis la quête de sens, c'est une grande question qui n'a pas nécessairement, il y a juste pas une réponse. Fait que, elle sera toujours pertinente de nos jours. Parce que selon moi, depuis le désenchantement du monde, depuis Nietzsche, il n'y aura plus de nouvelles grandes religions qui vont donner du sens à l'existence. Il y a quand même des idées directrices qui donnent du sens. Il y a des valeurs, il y a des éthiques de vie, je veux dire que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit le travail, peu importe, c'est ça qui va donner du sens à sa vie. Fait que la quête de sens, je veux dire, ça peut être très intellectuel, mais ça peut être très à travers les sens, comme Kahneman puis Narcisse l'ont exposé dans leur position. Fait que c'est toujours en fonction de soi, de comment qu'on est constitué. Si on est une personne un peu plus intellectuelle, ça va être à travers l'écriture. Si on l'est moins, ça peut être à travers le sport, ça peut être à travers des expériences de vie, ça peut être à travers les voyages. C'est très lousse, la question du sens. Frédéric, vous m'avez écrit que vous avez un rendez-vous à 2 heures. À 2 heures, mais j'ai quand même un peu de temps si je peux prendre quelques questions, s'il y en a encore ou quelques commentaires. Là, c'est un appel téléphonique, mais ça peut attendre un petit peu. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut... Gabriel, voulez-vous parler? Je pense que nous sommes tous sous le choc. Sous le choc? J'espère que c'était très compréhensible aussi. Personne, je les avais pas vraiment prévenus, puis je pense que... Non. Ça nous touche, bon, à la fois parce que, bon, je pense que vous avez vraiment, à mon avis, fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire aller plus loin que ce que Weber peut proposer. Je ne pense pas qu'il faille le voir comme c'est des diktats, quelque chose qu'il faut prendre comme pour argent comptant. Il faut le mobiliser et l'adapter, ne serait-ce que parce que ça fait 100 ans, que parce que votre démarche est différente, parce que les concepts évoluent, mais mobiliser donc des travaux dans ce qui fait votre affaire pour poursuivre votre démarche. Pour moi, c'est exactement le message que j'aimerais transmettre à mes étudiants. Je voudrais qu'ils retiennent quelque chose de la session. Alors... Ouais. Mais je suis content d'avoir pu y participer là, parce que c'est sûr que Hermanès, même si c'est un auteur qui est décédé, puis qu'on pourrait penser qu'il n'est plus d'actualité, il y a toujours une pertinence encore de nos jours, parce que moi je suis parti du fait qu'il était encore vu au Monoprix. Je vais au Monoprix, je vois Stevie. Pourquoi il est encore sur les présentoirs, puis qu'il est comme
numéro un d'une petite pyramide à côté de l'Université de Montréal. Moi, c'est ça que je me suis demandé. Puis, moi, j'ai beaucoup apprécié Hermanès. Évidemment, il n'est pas sorti nulle part, mais je me dis, ça veut dire qu'il est encore lu. Puis, j'ai posé des questions libraires. Il est encore lu, il est encore très vendu. Fait que c'est quoi la pertinence? Au final, il faut le comprendre, Hermanès. Il faut le décortiquer, il faut l'analyser pour voir c'est quoi son propos, puis c'est quoi la pertinence qu'il y a encore de nos jours pour ses lecteurs. Parce que moi, selon moi, il y en a une. Il y en a une pertinence. Il est très pertinent. Il permet vraiment d'apprendre à se connaître, puis à découvrir plusieurs avenues. Puis ça permet de comprendre aussi la démarche d'un autre écrivain également. Fait que moi, je l'encourage à le lire, mais comme j'ai dit au début, il y a plein d'autres penseurs qui auraient pu être tout aussi pertinents, parce que c'est sûr que parmi vos étudiants, il y en a qui sont pas touchés par Hermanès. C'est sûr, puis ça je veux dire, moi, je le prends pas personnel, je l'accepte, mais ils ont sûrement d'autres écrivains qui les touchent aussi, puis c'est à travers l'approfondissement de ces écrivains-là qu'eux apprécient aussi, que ça passe la connaissance de soi, puis l'exploration de différentes recherches aussi. Fait que moi, j'encourage tout le monde à juste aller vers les écrivains qui les intéressent et qui trouvent pertinents surtout. Si vous voulez, Gabriel va prendre la parole, Frédéric. Bien sûr, bien sûr. Merci. C'est très intéressant. Je voulais vous demander si vous direz qu'il écrit comme dans une façon surréaliste, comme qui venait du inconscient, peut-être dans Siddhartha, quelque chose. Je pensais si c'était si c'était une manière d'écrire surréaliste, vous voulez dire? Oui, exactement. Non, pas surréaliste. C'est pas du surréalisme. Il est très lyrique, Hermanès. C'est un petit peu plus une manière d'écriture lyrique, voire poétique, sentimentale et philosophique. Fait il est toujours quand même axé sur une forme de réel. Il va pas créer des images surréelles. Il y a le théâtre magique qui est même pas c'est pas nécessairement une image surréelle. Mais c'est un peu plus une image qui est très poétique. Son style d'écriture, c'est plus un lyrisme de la quête de soi, puis du besoin d'un sens là, à la vie. Fait que, non, c'est pas surréaliste, mais c'est quand même une forme de lyrisme en lisant, tu vois, qu'il y a quand même un type d'écriture qui est pas réaliste, mais c'est un lyrisme. Parfait. Super. Merci. Liliane est stupéfait. Bon, il ne prend pas la parole, mais il vous dit merci. Ça fait plaisir. Vraiment, Frédéric, vous revenez quand vous voulez. Ben c'est très gentil, Louis. C'est vraiment gentil. Merci, je vais le retenir, puis on va se parler également s'il y a d'autres cours ou autres que vous voulez. Tout à fait, mais surtout, poursuivez. Vous avez une capacité à parler, à transmettre. Moi, j'ai toujours dit que même avec Zoom, qui est quand même juste... ça transcende, il y a une transcendance, il y a quelque chose qui transcende. Vraiment. Tenez-moi au courant. Ouais. Certainement. Mais je vous remercie beaucoup pour l'invitation, Louise. Puis merci aussi à tous vos étudiants là, pour leur écoute. Là. C'est vraiment très apprécié. Merci énormément. Merci. On se voit bientôt. Pour mes étudiants. À bientôt. À bientôt. On reste encore. Au revoir. Au revoir. Et on va parler du texte que vous aviez à lire pour aujourd'hui. Il y avait un texte à lire pour aujourd'hui. J'avoue que la transition peut être un peu abrupte, mais j'aimerais bien vous entendre. Quelle coïncidence! Mais moi, je crois beaucoup au hasard. Il y a tellement de choses qui se passent cette session. Je suis un peu époustouflée. Le texte et le conflit russo-ukraine, tout à fait. Bon, Elisabeth, vous pouvez pas prendre le micro? Votre micro marche pas. Bon. Ça va mieux, ça va maintenant, oui. Je vous écoute alors, Elisabeth. Sur quoi? Sur le texte, là, vous commenciez, là, vous avez dit, allez-y, parlez. Non, je ne veux pas commencer, je voulais juste
parce que j'ai remarqué que l'auteur a fait, non seulement je suppose qu'il est russe, et ensuite il a fait un lien dans le texte entre la réalité là-bas et comme pour démontrer, comment je veux dire ça, le flou qui entoure et aussi le flou qui entoure le concept de bureaucratie rationnelle de Weber et comment je peux dire ça là, c'est cette déconnexion entre c'est comme le caractère utopique du concept aussi, pour démontrer que cette dissension qui existe entre tous les belles descriptions qu'a fait Weber et la réalité concrète, ce qui se passe. Alors, il a utilisé un peu du contexte russe et je me suis dit, oh, quelle drôle de coïncidence. Mais c'est exactement ça. C'est cette idée de la distance entre un outil, un concept qui reste idéal, mais les limites, si vous n'allez pas le confronter avec le terrain, et ça faisait écho aussi à ce dont on avait parlé, si on prend juste la bureaucratie comme telle, sans aller voir la corruption, les conflits d'intérêts, la collusion, l'application des lois et des règlements de façon tout à fait arbitraire, des nominations politiques, vous voyez. Donc là, ça nous dit quelque chose d'important sur oui, la typologie idéale typique, mais la nécessité, oui, d'aller sur le terrain, d'aller confronter, de pousser plus loin notre réflexion. Bien vu, Elisabeth. Nelly, prenez la parole. Voulez-vous prendre la parole, Nelly? Oui. Ouais, donc moi aussi, comme Elisabeth l'a si bien dit, j'ai trouvé ça intéressant, le fait que elle a justement confronté l'idée de la bureaucratie, enfin l'idéal bureaucratique avec la réalité que on vit dans la vie de tous les jours, parce que on l'a présenté un peu comme, on a présenté le bureaucrate un peu comme la façon dont Weber présente le bureaucrate, c'est comme un homme moral, comme un homme qui est professionnel, qui sait faire qui sait être plus ou moins droit, entre guillemets, là. Et puis, elle a montré que la plupart de la population, en tout cas en Russie, ne voit pas la fonction de fonctionnaire ou de bureaucrate du bon sens, quoi. Bravo, je suis époustouflée aujourd'hui, je vais tomber de ma chaise. Mais avant de tomber de ma chaise, je vais écouter Nesrine et Liliane, et puis je lirai sur Odine. Nesrine, on vous écoute. Oui, moi, ce que j'avais trouvé intéressant, en plus de, évidemment, le contraste entre l'idéal type puis la réalité. Puis souvent, les gens ont reproché à Weber son idéal type, mais essayer de superposer l'idéal type de la bureaucratie ou du bureaucrate sur la réalité, c'est un peu contredire tout le but d'un idéal type. J'ai aussi trouvé son analyse du chercheur et de ce qui influence ses interprétations, ses outils d'interprétation, très, très, très intéressante. Ce qui a été un peu comme la bureaucratie rationnelle de Weber et un produit de cette influence des universaux culturels sur le chercheur. Donc, c'était vraiment une boucle intéressante. Tout à fait, je reviendrai sur ces deux points, mais je voudrais écouter Liliane. Oui, bonjour madame. Bonjour. Donc, dans le texte, moi, ce que j'ai retenu, c'était aussi ce passage où il disait que, donc, comme disait Nesrine sur les universaux, mais c'était des universaux démocratiques. Et si j'ai bien compris à ce propos, ce serait ces universaux démocratiques qui seraient un peu la conséquence de la crise de la culture, enfin, qui aurait un impact plus ou moins dans ça.